Écoutez, bienvenue à toutes et à tous pour ce nouveau webinaire Place de la Com. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Jules et Melvin de l'agence Buddy qui vont nous parler des social ads en 2026. On est ensemble jusqu'à midi 20 à peu près. Si les questions débordent, je pense que Jules et Melvin pourront soit y répondre en direct ou alors directement par message post-conférence. Et puis, avant d'avoir la question, le webinaire est enregistré. Vous aurez le replay qui sera disponible d'ici demain. Et puis aussi la présentation pour pouvoir la relire si besoin. Écoutez, Jules et Melvin, je vous laisse la parole. Et puis, on prendra les questions à la fin. N'hésitez pas à les mettre dans le chat. Soit je les lirai à la fin dans le temps imparti, ou alors vous pourrez les poser directement en ouvrant vos micros. Bon webinaire à toutes et à tous. Merci beaucoup. Avant toute chose, on est ravis aujourd'hui de prendre la parole sur les social ads. Et l'idée en fait de la conférence, c'est vraiment de vous apporter des clés, en tout cas, de compréhension et des conseils, des constatations qu'on a eues nous sur le marché qui sont directement applicables à la fin de cette conférence. Alors, juste avant de commencer, je vais juste présenter qui on est très rapidement. Donc, Buddy, c'est une jeune agence, on a 1 an et demi et on est spécialisé sur les réseaux sociaux. Avec Melvin, on s'est rencontrés en agence digitale, puis on a eu envie en fait de lancer notre projet. Et donc, ça fait maintenant 1 an et demi qu'on travaille sur Buddy. Alors, chez Buddy, on propose quoi? On propose que du social media autour de 4 verticales, de la stratégie jusqu'aux social ads, avec vraiment un accompagnement à la fois sur l'organique et le paid. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a tendance à travailler quand même beaucoup plus les social ads, qui sont un exercice en tout cas qui demande de plus en plus nos clients. Voici quelques références de notre agence. On travaille à la fois avec des clients qui ont une implantation nationale, d'autres qui sont plutôt locales, et avec un travail à la fois sur l'organique et le paid, et des objectifs de conversion qui peuvent aller de la génération de leads ou de la génération de nouveaux followers jusqu'à la conversion pure et dure. Aujourd'hui, et vous le savez de toute façon sur les réseaux sociaux, il n'y a pas de vérité absolue, sauf quand des fondateurs d'applications prennent la parole. Donc, ce qu'on va vous partager aujourd'hui, c'est vraiment en fait une synthèse de ce que nous disent nos clients, de ce que ressentent nos clients, de ce qu'on constate sur le marché. Et en fait, on va vous partager tout simplement nos pistes de réflexion, comme si vous étiez en interne avec nous dans notre bureau au quotidien. Donc, sur cette première partie, on va poser le contexte, notamment sur ces 3 dernières années. Donc, il y a des grandes nouveautés qui ont bouleversé les codes des réseaux sociaux. Donc, il y a certaines slides qui vont faire Reddit, mais on trouve ça quand même important de poser les bases avant d'enchaîner justement sur nos pistes de réflexion. Donc, premier contexte, la croissance phénoménale de TikTok. Donc, à son émergence, elle n'a pas, c'était pas juste une création d'une nouvelle plateforme, elle s'est vraiment imposée comme une nouvelle grammaire de contenu. Donc, avant, on travaillait la communauté. Aujourd'hui, on travaille de l'intérêt. Résultat, tous les géants du web se sont alignés à ça, que ce soit Instagram, YouTube ou Facebook. Donc, l'algorithme ne demande plus qui est-ce qu'on suit, mais plutôt, il se demande est-ce que ce contenu doit être vu? Avant, on va dire, la créa, c'était un asset figé, un spot TV qu'on espérait voir fonctionner. Aujourd'hui, la créa, c'est un flux. On produit vite, on teste vite, on itère vite. Chaque micro-vidéo devient un test et l'algorithme choisit aussi si elle mérite ou non d'être amplifiée. Donc, la performance en 2026, ça commence par cette capacité à être agile et testable. Donc, la production, ça devient vraiment un cycle continu. Produire, tester, apprendre, optimiser. Second point, l'influence. Donc, l'influence, c'est devenu le visage des réseaux sociaux. Donc, elle ne se limite plus qu'aux réseaux, puisqu'en fait, on a vu aussi popper pas mal d'influenceurs et de vidéos sur des formats comme des formats TV. Donc,
Donc, en 2026, on doit être lucide, l'influence, ça ne convertit plus comme avant. Je ne dis pas que ça ne convertit plus du tout, c'est que ça ne convertit plus comme avant. Donc, pourquoi? Parce que l'audience sait maintenant, notamment avec la loi influence posée en juin 2023, et donc, du coup, elle détecte les formats sponsorisés et scrolle potentiellement plus vite. Le vrai changement, c'est pas la taille des créateurs, mais c'est plutôt leur rôle. Donc, on a fait justement un listing des typologies de créateurs, les nanos, les micros, les macros et les mégas. Aujourd'hui, l'influenceur, c'est notamment enfin, c'est plus vraiment un média, c'est plutôt un studio de production externalisé. Aujourd'hui, les marques, elles paient plus uniquement pour de la portée, elles paient à la fois pour du contenu, de l'incarnation, mais aussi de la crédibilité, pardon. Et ensuite, elles amplifient en paid, mais ça, on en parlera justement par la suite. La troisième grande révolution qu'on a constatée sur les réseaux sociaux depuis 2 ans, je dirais, c'est vraiment l'apparition de l'IA. Et c'est devenu finalement un peu un standard, hein. Quand on parle à tous nos clients ou même à des prospects, tout le monde nous dit oui, l'IA, on l'utilise au quotidien. Alors clairement, ça a changé déjà notre manière d'écrire, que ce soit les légendes, mais plus généralement les calendriers éditoriaux, ou même des scripts pour faire des vidéos. Oui, c'est un gain de temps qui est hyper important, intéressant, et on vous encourage forcément à tester, en tout cas, les IA. La deuxième chose, je ne sais pas si vous le savez, mais aujourd'hui, bon, l'IA, oui, on peut créer des photos, mais on peut aussi créer des vidéos. Et donc, l'avantage de l'IA, c'est que oui, en termes de prod de contenu, ça peut permettre, en tout cas, à une marque de limiter, voire même de ne plus faire de tournage, par exemple. Alors, sur la droite, vous avez un exemple d'un UGC qui a été généré 100% avec de l'IA. C'est Hooks qui travaille cette technologie-là. Et donc là, c'est une projection de ce que ça pourrait donner avec Horace. La révolution de l'IA, c'est aussi du côté graphisme pur et dur. Ah, mon décor est un petit peu court, l'IA va pouvoir me permettre de l'allonger. Alors, l'UGC, c'est la création de contenu, User Generated Content, la création de contenu par soit les clients ou les fans d'une marque, soit par des acteurs qui vont finalement se faire passer pour des consommateurs de la marque. On va revenir du coup sur cette question-là dans les slides suivants. Bon, tout ça pour dire que oui, l'IA, effectivement, aujourd'hui, c'est un incontournable, que ce soit dans l'idéation ou de la production de contenu. Une petite nuance, cependant, sur cette grande technologie, c'est que l'usage intensif de l'IA, ça tend à uniformiser les contenus. Je pense par exemple, là, on a tous vu le starter pack qui a explosé. À un moment, tout le monde faisait le starter pack. En 2026, le fait d'utiliser de l'IA comme un créateur finalement tout-puissant va avoir pour conséquence de manquer un petit peu d'authenticité. Et vous allez le voir en fait dans nos constats aujourd'hui, ce que demandent, ce que réclament les followers sur les réseaux sociaux, c'est l'authenticité de la part des marques. Donc, comme Melville l'expliquait, on a à la fois TikTok qui est apparu, on a l'influence qui est apparue, enfin qui est vraiment devenue très puissante, et l'IA. Et donc, très naturellement, forcément, sur les régies publicitaires, les géants ont aussi mis à jour leur manière de distribuer la publicité en fonction de ces 3 grandes évolutions qu'on a pu constater. Alors, je ne sais pas si vous le savez, mais mi-décembre, Andromeda a eu lieu. Donc, c'est la grande mise à jour de Meta Ads. Concrètement, c'est quoi? Andromeda, c'est laisser plus de place à l'IA pour la bonne répartition des ads auprès des bonnes personnes. Et donc, en fait, très clairement, le cœur du sujet aujourd'hui, ça va être la création. Qu'est-ce qui se change depuis cette mise à jour? Premièrement, la fin du ciblage par intérêt. Alors ça, c'était un grand classique qu'on faisait avant. Par exemple, je vends des bijoux, je vais aller cibler des marques concurrentes. Aujourd'hui, ça performe moins parce que l'idée, c'est que les fans de mode ou de luxe, l'IA va aller capter en tout cas ces profils-là, et même dans une audience très large, elle va aller chercher les bons profils qui vont interagir avec vous. La deuxième chose, c'est l'ère des audiences larges. Comme je le disais, raisonner sur du retargeting très précis ou des centres d'intérêt très précis, c'est plus intéressant, c'est plus ce qu'il faut faire avec sur Meta Ads. Aujourd'hui, il faut travailler en audience large, et en fait, l'algorithme va vraiment se charger d'aller chercher les utilisateurs les plus réactifs. Comment je fais pour cibler, vu que maintenant, je n'utilise plus les ciblages disponibles dans la régie? Ça va être tout simplement via la créa.
un exemple très simple, si vous vendez des articles de running, l'algorithme va comprendre en fonction des interactions de chaque profil que certains profils vont être intéressés et que statistiquement parlant, ce sont des coureurs et donc de potentiels acheteurs. Ce qu'il faut comprendre de ce slide-là, c'est que vraiment aujourd'hui, le filtre est moins important et en fait, tout l'enjeu de la performance, ça va être sur la création, la créativité publicitaire. Et c'est d'ailleurs tous les mots qu'on voit à la mode, de créative stratégie, etc., c'est exactement ce sujet-là. Alors ici, vous avez un petit schéma à droite de Meta. Donc voilà, c'est un peu la manière dont ils ont publié, ils ont expliqué en tout cas cette nouvelle technologie-là. Ce qu'il faut comprendre clairement, c'est que le contenu, c'est celui qui va faire la segmentation. Toutes ces petites révolutions, que ce soit TikTok, que ce soit l'influence qui est omniprésente, l'IA ou même les changements de modèle de diffusion des publicités, ça nous force forcément à repenser les social ads, puisqu'aujourd'hui, on ne peut plus travailler les social ads comme on les travaillait il y a même un an. Quel futur pour l'influence? Comment on fait pour recréer de l'authenticité dans une ère où l'IA parfois a tendance à casser un peu ce contrat de confiance? Quels sont les contenus qui génèrent vraiment de la performance? Comment on fait pour utiliser l'IA d'une manière pertinente pour aller chercher de la perf? Comment on fait pour mesurer une rentabilité réelle? C'est exactement les problématiques auxquelles on a été confronté la dernière année et on va tenter d'y répondre de la manière la plus simple et la plus claire possible. On passe à la seconde partie de cette présentation avec justement nos pistes de réflexion sur les social ads. Donc, le premier point, c'est l'influence à l'épreuve du ROI. Donc, on observe un phénomène assez clair, c'est que le ROI direct de l'influence baisse. Non pas parce que l'influence, ça ne fonctionne plus, pas du tout, mais c'est parce que son rôle change. L'erreur, c'est de demander justement à un post organique de convertir à froid, notamment avec l'exemple qu'on a mis sur cette presse. Mais factuellement, il y a deux facteurs qui rentrent en compte. L'usure de la confiance, comme on l'a dit précédemment dans cette presse, l'audience identifie les contenus sponsorisés, mais aussi le coût de l'incertitude. Contrairement aux ads, l'influence dépend forcément de l'algorithme organique, et un gros budget ne garantit pas du tout une portée minimale. En réponse à ça, en gros du gros, en 2026, l'influence, ça sert à créer de la désirabilité, à nourrir de la crédibilité, mais aussi à installer la notoriété. Puis après, dans un second temps, les ads prennent le relais, notamment avec le levier Spark Ads, qui vient transformer en fait tout simplement les contenus créateurs en publicité native pour assurer une diffusion et une conversion. Donc on garde l'authenticité, on ajoute la puissance de diffusion, et donc du coup on obtient, on va dire, un statut d'hybridation entre influence et performance. Petite précision juste sur le terme Spark Ads. Imaginons que Decathlon travaille avec un influenceur. Le Spark Ads, c'est quoi? C'est que l'influenceur va publier et Decathlon va reprendre en fait l'identifiant, va booster en fait finalement sur le compte de l'influenceur depuis son gestionnaire de pub. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on donne plus de portée à l'influenceur, mais qu'on ne communique pas en tant que Decathlon. Et donc forcément, la perception de cette publicité sur l'audience va être différente. Face à cette fatigue de l'influence, le terme UGC apparaît. On en a parlé aussi précédemment. Donc les UGC, c'est des User Generated Content. Donc en fait, c'est des contenus qui sont générés directement par des usagers du produit ou du service. Donc aujourd'hui, ce qui convertit, c'est pas tant l'esthétique, mais c'est la preuve, un témoignage sincère, une démonstration réelle, un problème concret. Qui vient vraiment, on va dire, contrer le trop parfait de l'influence de l'époque. Et les chiffres le montrent, moins de vidéos ressemblent à une pub, plus elles performent. Mais donc, du coup, en pratique, qu'est-ce que c'est un UGC? Un UGC, c'est une approche, donc un contenu créé par l'utilisateur qui met l'accent sur le témoignage plutôt que la promotion directe. Des codes visuels marqués, donc avec un tournage fait à l'iPhone, avec une production visuelle assez brute qui ferait pas rougir Spielberg. Et dernier point, une rentabilité et une performance, notamment au niveau du CTR, qui est beaucoup moins élevé, et un CPA souvent plus bas, grâce à la preuve sociale qui séduit et freine moins l'achat. Du coup, grâce à l'UGC, on ne se sent pas vendu, on se sent plutôt conseillé. Ici, vous avez un exemple qu'on a réalisé pour Kinépolis.
Donc, Héloïse, je ne suis pas sûr que vous la connaissiez, et c'est en fait absolument normal, puisque l'idée, c'est vraiment d'avoir une notion de recommandation de pair. Et comme le disait justement Melvin, cette vidéo, par exemple, sur une campagne de trafic, on a observé qu'on avait un taux de clic 2 fois moins élevé qu'une créa fixe classique, tout simplement parce qu'il y a cette notion de c'est quelqu'un comme moi, finalement, qui me recommande l'expérience IMAX. Troisième point, l'hybridation des ads. Donc, dans notre utilisation, on utilise tous les réseaux sociaux à titre personnel pour nous divertir, nous informer. En bref, c'est vraiment pour passer du bon temps. Et le matraquage publicitaire, ça vient vraiment pousser le consommateur à une sorte de lassitude de ces formats. Et donc, du coup, l'objectif d'avoir des ads avec une patte hybride, c'est de réduire la barrière entre la pub et le contenu pour limiter justement la résistance et favoriser la conversion par la suite. Donc en fait, on en revient à retravailler des formats. Donc on a fait des petits exemples justement d'hybridation. Le vibe content, en gros, on vend une sensation, pas une fiche produit. Après, on parle aussi de marque incarnée. Il y a Respire, il y a Horace aussi qui le font vachement. Donc c'est un fondateur, un salarié ou encore un visage qui incarne la marque. Et troisième exemple, les productions Lofi ou les ugly ads, comme on les appelle en off. Donc c'est des choses prises avec un smartphone, avec des sous-titres, des codes un peu TikTok, des codes un peu cracra. Ce qu'on vous explique en fait sur cette slide, c'est pas tant que les formats classiques ne fonctionnent plus, mais plutôt que les formats hybrides deviennent un incontournable à tester. Donc, on vous a mis justement des petits exemples de ces formats hybrides, donc qui reprennent parfois des interfaces d'applications qu'on connaît, que ce soit Tinder, que ce soit les notes, que ce soit les notifications, etc. On a aussi une projection justement d'ads, dit ugly ads, mais aussi de vidéos incarnées avec Justine, avec la marque Respire. On va revenir sur ce fameux sujet de l'IA qui peut être vraiment, en tout cas, qui peut diviser, en tout cas, les opinions. Comme je vous le disais en introduction, oui, l'IA offre des opportunités inédites en termes de production, en termes d'écriture, de création d'images. Mais ce qu'on observe, et notamment par exemple sur des clients qui vont être sur de la parfumerie, sur des marques en tout cas où l'importance de la confiance est extrême, et ben, une utilisation full IA, ça peut briser la confiance de l'audience. Et donc, nous, on vous encourage vraiment à tester, à vous amuser en ads avec l'IA, mais à respecter certains points. La première chose, c'est que si vous faites un contenu qui ressemble à de l'IA, qui est full IA, les internautes vont le détecter. Et donc, il va y avoir 2 choses à faire. Déjà, vous posez la question, est-ce que ça match avec l'histoire de ma marque? Et la seconde chose, se dire, OK, à partir du moment où je commence à publier ce genre de contenu, il va falloir que j'ai une modération accrue. Donc ici, par exemple, vous avez une publication de 900 Care, qui est donc une marque de cosmétiques qui vend en fait une philosophie qui est plutôt, pour le coup, éco-responsable. J'achète mes produits finalement sans eau, et je vais mettre de l'eau chez moi, et du coup, j'aurai des produits qui seront clean, qui prennent moins de place, qui consomment moins. Bon, une marque qui dit il faut respecter l'eau et qui crée une vidéo avec 100% d'IA, forcément, les réactions ne vont pas être très positives. Et donc là, vous avez un exemple que vous pourrez regarder quand vous aurez la présentation de tous les commentaires. Oui, forcément, l'audience ne va pas réagir de manière positive. La deuxième chose, c'est l'esthétique IA. Et ça, je pense que vous le voyez exactement de ce dont je veux parler. C'est, vous savez, cet effet d'une peau très lisse, un petit peu vibrant, etc. Ce rendu-là déconnecte aussi la marque du réel. Et dans une ère, en tout cas, où aujourd'hui les internautes demandent de plus en plus d'authenticité, justement, il y a quelque chose qui est un petit peu en contradiction avec cette esthétique. La troisième chose, c'est la paresse créative qui pourrait être reliée à certaines trends finalement. Oui, le fait d'utiliser les mêmes outils avec les mêmes prompts pour obtenir les mêmes contenus, forcément, on va avoir du contenu qui se ressemble et toutes les marques risquent de finir par se ressembler sur les activations. Et donc, nous, ce qu'on vous encourage à faire, en tout cas, c'est de jouer avec de l'IA, de trouver votre identité, mais aussi de garder un pied dans le réel pour vraiment vous distinguer versus vos concurrents.
Finalement, un dernier sujet qui est hyper important, c'est que, en fait, au niveau de la Commission européenne, il y a l'IA Act qui est en train d'être rédigé et il sera voté en juin prochain. Ce qu'il faut savoir, c'est que si cet IA Act passe, et il va sans doute passer, euh, il faudra taguer tous les contenus qui ont été réalisés avec de l'IA sur vos réseaux sociaux. Et donc là, en fait, on attend deux choses. Premièrement, si vous taguez, on va dire 15-90% de vos contenus, potentiellement l'audience va réagir de manière négative. Et puis surtout, en fait, si moi je vois demain une publicité qui a été générée 100% avec de l'IA, je pense que je vais avoir moins tendance à cliquer, comme beaucoup de personnes, et donc le taux de clic risque de chuter. Concrètement, l'IA Act, il faut le préparer d'une manière intelligente, c'est de continuer de tester sa connaissance sur l'IA, mais aussi de se dire, on garde aussi du contenu 100% authentique, parce que si l'IA Act passe, qu'on n'ait pas mis tous nos œufs dans le même panier, à savoir l'IA. Nous, notre perception, en tout cas, de cet outil-là, en toute transparence, c'est un peu un je t'aime moi non plus, hein, c'est très compliqué. Ce qu'on en tire, en tout cas, comme conclusion, c'est que l'IA, c'est un outil et pas un créateur tout-puissant. C'est-à-dire que créer des vidéos comme ça, comme vous voyez, 100% IA, c'est peut-être pas la bonne idée. En revanche, on a vu des choses absolument incroyables créées avec de l'IA et de la connaissance humaine et du travail hein, vraiment classique en termes de graphisme. Et là, on arrive à avoir des choses beaucoup plus intéressantes. Un exemple récent, quand on écrivait justement cette conférence, on est tombé donc, sur des pubs Leclerc. Et donc là, encore une fois, vous pouvez le voir, ce que reprochent les internautes à Leclerc, c'est pas tant d'utiliser l'IA, mais c'est de l'utiliser pour un simple plan qui aurait pu être réalisé en vrai, finalement. Et donc, ça pose aussi cette question-là de cette esthétique IA, est-ce qu'elle est vraiment acceptée? Quelle est la perception, en tout cas, que vont avoir les gens de ma marque suite à cette esthétique? C'est pas évident, très honnêtement. Nous, on vous conseille encore une fois de tester et de garder vraiment la main dessus. L'IA ne doit pas être le créateur absolu. Voilà, on prend le contenu et on le publie directement. Est-ce que ça va jusqu'à présent? Est-ce que c'était clair? Ok, merci. Oui, très bien. On va passer sur un petit sujet qui est un petit peu plus technique, mais je vais essayer de le simplifier. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'être sur la régie publicitaire de Meta et de voir en fait des résultats records. Ok, j'ai fait un nombre de ventes incalculable, c'est trop bien. Et puis en fait, quand on arrive sur le site, finalement, non, les ventes sont toujours stables. C'est lié à quoi en fait ce problème-là? C'est lié au fait que Meta est une régie publicitaire en concurrence avec d'autres régies publicitaires. Et donc en fait, très naturellement, ils vont avoir tendance à s'attribuer quelques ventes via des fenêtres d'attribution un peu larges, en se disant par exemple, oui, la personne, elle a cliqué il y a 7 jours, donc c'est moi qui ai fait la vente, ou un peu trop généreuse. La personne a cliqué sur ma pub, elle a fait une recherche sur Google et elle l'a revue sur TikTok. Qui a généré la conversion? C'est ni l'un ni l'autre, mais c'est un peu des trois. Comment on fait en fait pour repartir sur des bases saines? Parce que tout ce qu'on vous expliquait plus tôt, finalement, si vous ne savez pas capter la donnée, tous ces efforts, ça va être un peu un coup d'épée dans le... La première chose qu'on vous recommande, c'est d'installer l'API de conversion. Historiquement, en fait, on avait le pixel qui fonctionne, donc qu'on installait sur le site, et qui fait tout simplement la jonction entre le gestionnaire de pub et le site. Mais en fait, aujourd'hui, avec des nouvelles technologies, aussi la RGPD qui va rentrer en compte, il y a plein de raisons qui font que le pixel capte aujourd'hui 40-50% de ce qui se passe sur votre site. Donc, il faut faire une première chose, c'est d'installer ce fameux API de conversion qui va tout simplement combler les trous dans la raquette. Comme ça, au moins, la donnée sur laquelle vous allez en tout cas réfléchir, ce n'est pas 50% de ce qui se passe, mais c'est l'entièreté. Une fois que vous avez installé l'API, il y a un deuxième sujet qui est l'attribution. Comme je vous l'expliquais, Google a tendance à tirer la couette de Meta et vice-versa. Et en fait, il faut un arbitre neutre, tout simplement, pour savoir, OK, mais d'où vient ma conversion? Est-ce que c'est Google? Est-ce que c'est Meta? Est-ce que c'est TikTok? Ou est-ce que pas du tout, c'est un autre canal? La deuxième étape, donc, c'est d'installer un outil d'attribution tierce. Pour la faire très, très simple, hein, c'est un arbitre finalement qui est neutre. Donc il y a Piano, par exemple, TripleWay. Et l'idée, en fait, c'est juste de se dire, OK, je vais me fonder sur cette vue de cet outil qui sera beaucoup plus neutre que Google ou Meta. Et la troisième chose, c'est de piloter au POS.
Alors, traditionnellement, les régies publicitaires aiment montrer qu'elles sont rentables. Et donc, en fait, ce qu'elles vont faire, c'est qu'elles vont vous dire, ah, OK, pour X euros dépensés, vous avez généré X euros de chiffre d'affaires. Sauf qu'on le sait tous, quand on est e-commerçant, il va y avoir des frais d'achat, des frais de stockage, de logistique, des frais d'envoi. Et donc, en fait, en réalité, ce chiffre d'affaires, bah, c'est un peu flatteur, mais en termes de bénéfices, de profit, on n'y est pas du tout. Ce n'est pas du tout les mêmes données. Et donc, nous, ce qu'on vous conseille, c'est qu'une fois que vous avez un tracking qui est nickel avec l'API et que vous avez un arbitre qui est neutre grâce à un outil d'attribution tierce, c'est de piloter au POS et plus au ROS. Donc, profit en ad spend et plus sur les revenus en ad spend. Et en fait, ça va vous permettre de vraiment comprendre si ce canal est rentable et comment vous allez pouvoir l'optimiser. Vous avez un exemple, donc c'est un screen qu'on a pris d'un audit d'un compte qu'on a fait. Donc le client nous dit bon, moi je suis super content, j'ai quand même eu des bonnes perfs vu Meta. Donc Meta nous dit 133 achats, un ROAS de 7. Donc pour 1 euro injecté, je ramène 7 euros en chiffre d'affaires et une valeur de conversion de plus de 6 000 euros. On a implémenté notre outil pour être sûr de la conversion. Et en fait, non, la réalité, c'est que réellement, Meta avait généré plutôt 69 achats et généré donc 698,83 euros de profit. Ce qui veut dire qu'en fait, la campagne était un POS négatif et donc moins de 1. Et donc, en fait, la campagne n'était pas du tout rentable. Et vous voyez, c'est vraiment ce sujet de qui est l'arbitre, est-ce que je suis vraiment rentable ou pas. Et clairement, nous, on pense qu'en 2026, ce qui va faire la différence, c'est est-ce que vous avez les bonnes données, est-ce que vous savez bien les analyser, et ça va faire la différence entre des marques qui stagnent avec des campagnes vues méta qui sont OK, mais finalement, les perfs ne sont pas ouf, et vraiment des marques qui décident d'ouvrir leurs réseaux sociaux et de les transformer en vrai canal d'acquisition. Je peux vous le dire par expérience, nous, on a des clients aujourd'hui, pour 1 euro injecté sur leur campagne, ils ramènent 2 à 3 euros, de profit net. Donc là, forcément, c'est vachement plus intéressant. Et en termes de ROAS vu méta, ce serait très flatteur. Je pense qu'on serait à un ROAS de 39, quelque chose comme ça. On a essayé d'être très succinct pour aussi vous laisser du temps pour les questions. Donc, on va vraiment passer aux conclusions. Si on devait résumer en fait les enseignements que nous on voit depuis plusieurs mois en échangeant avec des clients, des partenaires aussi et des prospects, la première chose, comme vous l'expliquez Melvin, c'est que l'influence aujourd'hui, il ne faut plus l'envisager comme un canal de rentabilité, mais plutôt comme un canal de notoriété. Je vais m'associer avec des valeurs et à des valeurs d'un créateur. Et en fait, si je veux capitaliser sur mon influence pour faire du chiffre d'affaires, ce sera par du Spark Ads, en mettant de l'argent sur la régie publicitaire, que je vais pouvoir sécuriser mon retour sur investissement. L'influence, on sait tous que oui, il y a des contrats et que finalement, un influenceur peut promouvoir des marques que peut-être lui-même n'aime pas. Il y en a certains qui le font. Et donc, naturellement, l'UGC est apparu en réponse en fait à finalement un peu ces travers de l'influence. L'UGC, c'est quoi? C'est quelqu'un comme vous et moi qui va faire une recommandation à ses pairs et les marques vont l'amplifier. Et ça, c'est vraiment un sujet en tout cas pour créer de la confiance et convertir grâce à la preuve sociale. Pour vous donner un ordre d'idée, sur certaines campagnes de trafic, par exemple, on réduit le coût par clic par 2 en utilisant de l'UGC. La troisième chose, comme le disait Melvin, vibe content, marque incarnée, production lo-fi, un petit peu cracra comme tu disais, c'est vraiment important. Aujourd'hui, il ne faut pas oublier un truc, les gens sont sur les réseaux sociaux pour se divertir, et donc ces prises de parole très catalogue, on n'a pas envie de les voir, ça casse l'expérience. Si votre pub ressemble à une pub, elle sera ignorée. Essayez de jouer avec ce format un peu hybride. Ce n'est pas une pub, ce n'est pas un contenu, c'est entre les deux et c'est cool à regarder. L'IA, oui, hyper intéressant, ça ouvre des opportunités énormes, mais il faut l'utiliser avec parcimonie. Et clairement, le sujet, c'est OK, ça booste votre productivité, mais jusque où? Parce que ça peut nuire à la confiance et à l'authenticité. Et donc, il faut vraiment trouver cette année un juste équilibre, d'autant plus que l'IA Act va sans doute passer. Et puis, la dernière chose, c'est que ces 4 recommandations, on est vraiment créa, mais c'est normal parce qu'on vous l'expliquait, c'est la créa aujourd'hui qui est reine sur la performance social ads. Oui, et donc pour vraiment constater des performances et faire de l'optimisation, il faut trier les données, fuir les chiffres flatteurs de Meta qui proposent des ROS de zinzin, alors que des fois pas tant que ça,
est piloté au POS, donc Profit on Ad Spent, pour une rentabilité réelle. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. Merci Jules et Melvin. Merci.